Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Pour conclure cette 6e saison du podcast, j'ai eu le privilège d'échanger avec Tristan Labbé, designer en chef chez Glide. Oui, il parle français car il est québécois et il a accepté de braver le décalage horaire pour répondre à mes questions. Alors Glide est clairement un de nos outils préférés, on le dit souvent, parce que ça permet de faire des applications web très simplement. Et ça, c'est notamment grâce au travail soigné sur l'ergonomie et le design. Donc, c'était super de pouvoir échanger avec une des personnes responsables de cela. Je me permets au passage de vous rappeler qu'on a une petite formation à Glide qui est disponible, qu'on a réalisée avec Stanislas Verjus, un des experts français à Glide. Allez, sur ce, j'envoie l'épisode. Bonjour Tristan, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'échanger avec toi. Tu es le Head of Design chez Glide. Alors je le dis exprès en anglais, comme ça tu pourras nous dire en français un petit peu comment tu traduis ton intitulé. Glide, c'est une société que nos auditeurs connaissent sûrement bien déjà, évidemment. Donc, moi, je suis assez fan à titre personnel. C'est un outil dont je trouve la conception assez remarquable dans sa simplicité d'utilisation, qui nous a aidé aussi beaucoup à évangéliser autour du no-code chez Contournement. Et en même temps, depuis le début de l'année, notamment, même depuis le début, mais on assiste vraiment à je trouve, une grosse montée en puissance des fonctionnalités qui en font un outil vraiment extrêmement complet. Et finalement, loin de l'image que certains ont pu garder un petit peu au début, un petit peu gadget. Je le dis sans du tout de dénigrement, mais ce côté, il y avait un côté tellement simple en fait dans l'utilisation de Glide que certains pouvaient le prendre un petit peu comme un jouet. Donc voilà, et tout ça, ça s'accompagne de nombreux challenges, et notamment au niveau du design, à mon avis, pour réussir à convaincre toujours plus de gens d'utiliser l'outil et tout en le gardant très accessible. Voilà, donc j'ai hâte qu'on parle de tout ça et puis d'autres choses dans l'heure à venir. Pour bien commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Bonjour Alexis, merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là. En fait, je suis très étonné de la quantité de gliders français et Ouais. francophones en général, mais spécialement français. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en discuter dans ma langue maternelle, plutôt que ce qu'on fait normalement, qui est toujours d'en parler en anglais, puis d'entendre parler en anglais. Puis, ouais, je dois dire d'entrée de jeu que j'ai un peu découvert votre podcast suite à ton invitation. Puis, j'en ai appris quand même beaucoup sur le no-code en Mhm. écoutant vos podcasts, étant donné que je suis quand même relativement... j'ai plongé dans le no-code relativement récemment, en fait, en joignant Glide, et je trouve ça assez épatant. L'engouement qui est autour et l'espèce de, de camaraderie qu'il y a entre les membres de la communauté. Ouais. Donc, ça fait Je pense vraiment que c'est plaisir quelque d'être là. chose que tu dois bien sentir en étant chez un éditeur qui est vraiment au centre déjà d'une belle communauté de gliders et puis même de Oui, ce mouvement no-code un petit peu. on a beaucoup de passionnés qui nous Ouais. tiennent très honnêtes. Et est-ce que tu peux nous dire juste très rapidement, je suis un petit peu curieux de savoir ton parcours, justement, qu'est-ce qui t'a amené chez Glide et dans le no-code? Ce qui m'a amené chez Glide, c'est un concours de circonstances très particulier. Les planètes se sont alignées, comme je dis souvent. J'ai connu David via des anciens projets à lui, des anciens projets communs où on s'est rencontrés brièvement, puis ensuite quelques mois plus tard, à l'époque, il était chez David, qui est notre CEO en fait, euh, qui était à l'époque chez Microsoft, qui a démarré Glide ensuite, puis j'ai pu collaborer avec l'équipe depuis les tout débuts, mais à titre vraiment très sporadique, de façon très sporadique. Genre, je les ai aidés avec avec quelques fonctionnalités, puis j'ai toujours gardé un œil sur l'équipe. Puis l'an dernier, en automne dernier, euh, ils m'ont contacté pour refaire tout leur outil, leur éditeur. Euh, Ça va être vraiment difficile de les anglicismes, je dois t'avouer, mais je vais faire mon Non, mais possible. J'allais t'inquiète, dire builder, mais je vais dire l'éditeur. ouais. Donc, l'interface générale, où il y avait une idée claire. Ils m'ont demandé, peux-tu nous aider à réaliser ça? Puis, les trucs ont déboulé d'une semaine à l'autre. Puis, ça m'a
j'ai commencé à collaborer avec eux plus à temps plein. Puis ça fait un peu moins d'un an, tout ça, là, que je suis à temps plein avec Glide. Puis ça a été vraiment une expérience hyper enrichissante jusqu'à date en tant que designer qui vient. Pour te donner un petit topo de mon parcours, j'ai commencé il y a quand même déjà longtemps, une dizaine d'années, dans l'entrepreneuriat pas mal. Je faisais des sites web, je faisais des sites web à l'époque de WordPress, je faisais le design, l'intégration. J'ai toujours voulu garder un peu le côté développement dans ma pratique. Ça m'a amené à collaborer avec deux amis avec lesquels on a fondé quelques compagnies. On faisait de l'agence, puis on a fait aussi, on se disait 50% client, 50% produit. Ok. À l'époque où le responsive design venait tout juste de commencer. Donc, c'était comme notre angle d'attaque ou notre spécialité, disons. Puis, à travers quelques projets qu'on faisait clients, on profitait du temps libre pour faire nos propres produits. Puis de ça est né quelques compagnies qui existent encore, qui sont profitables, puis desquelles j'ai quitté. En fait, j'ai quitté l'équipe après 5 ans. On s'était associé avec une autre personne, puis j'avais le goût d'autres défis. Donc, rapidement, les 5 premières années sont passées avec eux. Puis les 5 dernières, en fait, j'ai fait plus du freelance. Ok. Travailleur autonome avec des compagnies, souvent, principalement des startups early stage. J'ai fait aussi quelques grosses compagnies, mais j'ai plutôt, je me suis toujours plutôt concentré sur des startups ouais, Ouais. en début d'existence où j'aide un peu à tous les aspects, de collaborer avec le développement, établir un design système de base, puis ce genre de trucs plus fondamentaux là. Ok. Non, donc c'est intéressant parce que tu as vraiment un parcours déjà dans le web qui est bien établi, à la fois du design, d'avoir fait des produits. Du coup, c'est intéressant parce que j'imagine que tu as peut-être eu à un moment envie ou besoin d'avoir des outils peut-être type no-code, peut-être. Est-ce que, tu vois, par exemple, est-ce que tu aurais aimé avoir Glide, tu vois, à l'époque où vous lanciez des produits ou des choses comme Bah, ça? je te dirais qu'à l'époque, j'aurais levé le nez rapidement sur Glide parce qu'on était Très très tech. fiers Ouais. très fiers de notre artisanat hein, quasiment. Hmm. Là. Puis j'ai écouté un autre de vos podcasts où vous parliez de l'histoire un peu. Puis ça m'a mis en contexte. J'avoue que tu sais, Webflow à l'époque n'existait pas vraiment ou venait tout juste de commencer. Puis c'était un peu une blague. Tu sais, on pouvait pas vraiment s'en servir. Hmm. C'était ultra limité. Puis par rapport à ce que nous on faisait, qui était à l'autre côté du spectre, qui était comme les sites web à la fine pointe, qui était à l'époque faire des sites web responsive. Euh, C'était pas, tu sais, en toute honnêteté, c'était vraiment pas euh, quelque chose que je m'attendais à apprécier ou Ouais. à connaître dans ma carrière parce que je me suis toujours considéré comme on fait des produits, des logiciels qui ont besoin d'un code puis d'une attention tu sais, qui est particulière puis euh, ben, à mon sens, ça existe encore, mais maintenant, je pense qu'il y a une culture technologique qui s'est énormément développé. Puis je trouve ça vraiment fascinant de voir les gens qui ont aucun background Hmm. technologique, qui se créent des carrières grâce aux outils no-code en général, Glide, mais probablement d'autres aussi. Puis ça, je trouve ça fascinant. En fait, tu vois, moi je Ouais, trouve c'est qu'il ça. y a c'est un signe de maturité intéressant quand un outil, donc Live ou d'autres, arrive à convertir justement des gens comme toi ou moi, j'ai travaillé aussi longtemps dans le web, arrive à ce moment où se disent, bah en fait, j'ai plus envie, tu vois, je veux dire, là, ce que m'apporte l'outil suffit à ce que j'ai envie de faire et j'ai plus envie de coder moi-même ou Mhm. tu vois, de faire tout moi-même, tu vois. Mais il Ben faut, oui, pour ça, atteindre un certain stade de maturité, quoi. puis souvent, la plupart, je pense, des idées n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un code Absolument. custom ou une app native, en fait.
Puis c'est un peu ça aussi. C'est comme ça m'a permis de m'éduquer un peu aussi sur ben, c'est quoi, ça va être quoi le futur de la technologie. C'est clairement pas, ça peut pas clairement pas être réservé au 0,1% de développeurs dans le monde qui vont tout contrôler. Évidemment, il faut comme ouvrir les vannes puis laisser la grande majorité des gens pouvoir accéder au pouvoir de créer une application. J'ai vu que tu te présentais, hein, si je dis pas de bêtises, enfin, sur ton site comme product designer. Ouais. Est-ce que, parce que tu vois, je pense, je m'inclus un petit peu là-dedans, même si je connais un petit peu tous ces métiers, mais il y a pas mal de flou autour du métier du design, tu vois, web designer, designer tout court, product designer, Ouais. tu vois, un petit peu tout ça. Il y a des gens qui designent, je sais pas, des flyers, tu vois, il y a un petit peu tout. Comment est-ce que tu t'expliquerais comme ça pour vraiment des gens qui sont pas du tout dans le milieu, le métier de product designer, quoi? Et après, on en viendra Ben, peut-être à ce que tu fais chez Glide. je pense que ce que les gens connaissent plus, c'est UX et UI designer. Mhm. Donc, designer d'interface puis designer d'expérience. Où là, l'UX, ben, on fait plus des wireframes, puis l'interface, on met la couleur puis les boutons là-dessus. Je pense que product design, c'est vraiment la combinaison des deux, avec un aspect plus stratégique, souvent, dans le management du produit. Puis, moi, je dirais que c'est pas mal ça la définition. Et alors si justement pour illustrer ça, tu peux nous dire un petit peu juste comment justement ce que tu fais chez Glide, quel est tu vois, ton domaine un petit peu de responsabilité. Et aussi, je vais le dire tout de suite, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, que vous avez un art director aussi. Et Oui, donc, quelle est oui. la position, tu vois, un petit peu justement entre vous, parce que Entre moi et lui, ouais, ben, je pense que avec les années, pour en venir un peu à mes débuts, j'ai toujours été habitué d'être le seul designer sur l'équipe. Puis avec l'expérience, donc à l'époque, je faisais un peu de tout. Je faisais le logo, je faisais le site web, la landing page. Puis avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des gens bien meilleurs que moi pour faire ça. Puis, puis aussi, tu sais, en tant que designer, je pense qu'on a souvent l'impression qu'on fait tout, puis on peut faire tout. Puis je pense que c'est de savoir à un certain point dans quoi qu'est-ce qui nous intéresse le plus, puis vers quoi on veut se spécialiser. Puis je pense que c'est important de clarifier ça parce qu'il y a il manque énormément de gens qui font du design de toutes sortes, que ce soit UX, que ce soit vraiment plus technique également. Il y a plein de besoins sur des designers plus techniques qui savent un peu coder, mais qui font plus comme la surface, le front-end. Puis il y a également énormément besoin sur la stratégie de contenu. Donc, il y a comme une panoplie de facettes au design, puis on s'attend à ce que tous les designers savent tout faire, sachent tout faire, mais dans notre cas, ben, j'ai recruté Tom, qui est notre art director, qui est un ami à moi, avec qui j'avais collaboré sur d'autres projets, qui est un excellent designer de brand, et web également. Puis ça a permis de le laisser focuser sur notre rebrand qu'on a lancé récemment. Puis moi, de focuser sur mes forces aussi, qui sont plus sur le produit. ok. C'est intéressant parce que justement, si on peut dire un mot sur le branding, donc la marque de Glide. Ouais, Il me semble qu'il y avait un premier rebranding en début d'année, si je dis pas de bêtises, au moment où il ouais. y a eu le lancement, où vous avez lancé Glide 2.0. Et puis il y a eu très récemment un autre, peut-être le vrai rebranding. Je sais pas exactement comment ça s'est articulé. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu peux nous livrer un petit peu les coulisses de ça? Bon, le premier a été plus un rebrand très minimal, très temporaire pour juste La différence. dénoter le changement là, Hmm. qui s'amenait. On voulait au moins remettre les pendules à l'heure par rapport à l'update qu'il y a eu sur le produit. Puis, puis ben, c'est ça. Tout ce temps-là, on a travaillé sur notre vrai rebrand qui est sorti récemment. On a collaboré avec plusieurs personnes sur la stratégie et dont Tom qui a fini par produire le bel notre beau nouveau logo et nos belles nouvelles couleurs et
Puis encore on le voit vraiment de façon très évolutive. Donc, ça, c'est un premier pas, mais on continue à évoluer la landing page, le produit. Donc, le brand va continuer à évoluer à peu près à la même vitesse que le produit. Sans nécessairement gros changements futurs. Là. On a comme établi les fondations puis les piliers. Mais ouais, c'est ça, on voulait comme se repositionner un peu mieux dans l'écosystème en général. Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant. Est-ce que sur le logo, alors je sais pas si les gens l'ont en tête, mais si tu veux juste le décrire et nous. Non, mais parce que nous, moi, j'ai aucun avis, on va dire, globalement sur. Enfin, tu vois, j'aime prendre les choses telles qu'elles viennent, et notamment parce que j'ai aucun background, tu vois, là-dedans. Mais je m'interroge sur un petit peu l'intention derrière ce logo. Et aussi parce qu'en fait, quand on l'a découvert avec les gens de la communauté en France, on a vu des choses différentes, tu vois. Forcément, des gens ont vu un sablier, des gens ont vu des triangles. Enfin voilà, c'était un petit peu. Ok, c'est cool. J'avais jamais entendu le sablier. Non, en fait, c'est ça le but. On sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un éclair? Est-ce que c'est un papillon? On voulait pas trop nécessairement le détailler non plus. Ça a été fait vraiment dans l'optique de représenter notre vision de la marque, puis la personnalité qu'on voulait y donner. Donc, notre stratégie s'est centralisée autour du fait qu'on voulait représenter Glide comme étant visionnaire, comme étant. J'ai essayé de trouver un synonyme je vais dire édifiant, mais je dirais édifiant, réjouissant. Donc, visionary, uplifting ouais. Qui est comme un peu spécial à franchiser, puis intelligent. Puis on a essayé comme de représenter ça dans un symbole. On a fait une panoplie de symboles, puis c'est vraiment le design de logo puis de marque en général. Il y a souvent un point où il y a un gut feeling où c'est comme on y va avec l'intuition, puis tout le monde est comme aligné autour de celle-là. C'est qui a pris la décision? C'est toi, par exemple, ou après il y a eu quelque chose de collectif, ou c'est David? Ça a été très naturel et collectif et assez clair, en fait, dès le départ. Okay. Puis, on a comme décidé de continuer quelques semaines avec, voir si ça cadrait, puis si ça collait. Puis, finalement, tout le monde l'adore. Puis, on en fait une utilisation aussi un peu différente. Tu sais, il n'est pas dans notre header sur la homepage. On l'utilise plus comme outil secondaire. Puis, on continue à le faire évoluer dans le produit, là. On a des updates qui s'en viennent dans le produit qui vont comme un peu mieux aligner le produit à la nouvelle marque. Donc, ouais, je te dirais que c'est parfait que ce soit pas trop clair, c'est ce qu'on veut. On veut surtout que ça représente un peu les valeurs de la marque. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, il n'est pas partout non plus. Enfin, il y a aussi vous avez aussi changé la manière du coup, alors je sais pas si du coup c'est pas le logo, mais la manière dont vous écrivez Glide, enfin avec le G, ouais. Il y a un nouvel, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bon, c'est le wordmark. Ouais, c'est ça que finalement vous utilisez presque autant que le logo, quoi. Ouais, pratiquement plus en fait, ouais. Ouais, plus, ouais. J'avais une question où j'étais un peu curieux de savoir comment il faisait avant en fait que tu sois là. Enfin, c'est un peu bête comme question, mais j'ai toujours eu le sentiment que l'équipe de Glide était quand même très technique. Il y avait beaucoup de développeurs et ce qui, à mon avis, a permis aussi à l'outil de très vite sortir tout le temps des fonctionnalités. Il y a eu un moment en 2020 où on était chaque semaine, on avait une nouvelle fonctionnalité de Glide et c'était hyper réjouissant. Et j'ai toujours supposé que c'était un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de développeurs dans l'équipe et qu'il y avait une très très forte. Et néanmoins, le produit, j'ai trouvé, a toujours été quand même relativement bien designé. La marque était quand même déjà belle, très honnêtement. Dès le début, en tout cas quand nous on a connu Glide vers 2019, c'était pas longtemps finalement après. Est-ce que toi tu travailles déjà en freelance ou est-ce que parce que en fait le point un petit peu que j'avais par là aussi, c'est que je pense que c'est difficile pour des développeurs de faire le design eux-mêmes. Comment comment ça se passe, quoi? Il y avait dans l'équipe fondatrice, il y avait un designer avec lequel ils ont travaillé, ils ont fait Y Combinator avec
avec, je pense que vous le mentionnez assez souvent pour qu'on n'ait pas à expliquer ce que Oui, c'est Y Combinator, là, mais c'est cet incubateur très populaire aux États-Unis par lequel Glide est passé il y a quelques années. Puis il y avait un designer dans l'équipe initialement. Puis j'ai collaboré avec cette personne-là l'automne dernier. Il a décidé, c'était un Argentin qui était retourné en Argentine, puis il a décidé un peu de faire un changement de carrière. Puis c'est ce qui a fait que d'accord. j'ai Non, mais un ouais. peu remplacé une équipe qui existait déjà. Il y avait deux designers avant moi D'accord, ok, ouais. qui Non, mais étaient en déjà fait, là. du coup, c'était un petit peu ma méconnaissance de la constitution de l'équipe. Du coup, je m'étais toujours demandé s'il y avait déjà des designers ou pas, mais ça paraît logique. Il était quatre à l'origine. Ouais. D'accord. J'ai envie de passer un petit peu, justement, là, on a parlé pas mal de la marque, du site web, un petit peu, enfin, de ces choses-là. Mais si on passe plus du côté de l'éditeur, Ouais. vraiment, parce que finalement, c'est là où il y a un enjeu, principalement du X, j'ai envie de dire, peut-être aussi du I quand même. Comment ça se passe, toi, ton travail par rapport au produit, finalement, en lui-même, disons-le comme ça, et un petit peu l'interaction aussi avec... Est-ce qu'il y a un product manager, tu vois, ou est-ce que c'est... Qui prend les décisions des features? Enfin, voilà, c'est une question un petit peu globale d'abord, et ton rôle dans tout ça, quoi. Qui prend les décisions des features, c'est nos utilisateurs, principalement. Non, mais on se fie beaucoup à la communauté. On essaye de garder un contact Hmm. très direct avec eux. On a des membres experts aussi, des experts qui nous donnent beaucoup de feedback. Mais c'est principalement, je pense que mon travail depuis que je suis arrivé, ça a été à consolider un peu tous les éléments qu'on avait. Puis, en fait, il faut comprendre que Glide, c'est presque quatre produits en un. On a l'éditeur, on a les apps, les apps en soi que Glide produit. Hmm. On a tout le C'est vrai. côté data, manipulation de données, puis synchronisation de données, comme tout Hmm. l'aspect Glide spreadsheet, dans tables. le fond, Ouais, Glide ouais. Tables, exactement. Puis nouvellement, on a Glide Pages qu'on vient de lancer en bêta. Donc, on a comme énormément de choses à gérer, puis d'éléments visuels à consolider, puis aussi de processus à aligner pour faire en sorte que ça reste vraiment aligné à la vélocité de l'équipe, parce que tu l'as mentionné. Moi, ce qui m'a étonné le plus, puis ce sur quoi j'ai dû m'adapter le plus depuis que je suis arrivé, c'est à la vitesse à laquelle l'équipe est habituée de shipper puis de juste lancer Hmm. des nouveaux features. Puis moi, ça a été une très belle expérience jusqu'à date d'essayer d'utiliser ça comme contrainte au design que je fais. Donc, j'ai surtout essayé de consolider avec le head of engineering euh, les processus qu'on utilisait, comment on passe de Figma au vrai code. Puis on a établi quelques guidelines sur notamment, par exemple, Figma, Figma qui est un outil de design visuel, Hmm. qui est l'outil qu'on utilise le plus. On l'utilise pas nécessairement comme source unique, là, source of truth en anglais, qui est plus comme c'est pas là-dessus qu'on base tout. En fait, ce qu'on utilise comme source unique, c'est le code source. Moi, je suis capable de rouler Glide sur mon ordinateur, chez moi, puis ça me permet d'être capable de voir les bugs d'avance, puis j'essaie de comme d'éduquer un peu l'équipe d'engineering à ce qu'on se considère plus comme une seule et unique team produit. Avant Hmm. moi, c'était vraiment plus séparé entre ingénierie et design. Puis là, on essaye de consolider tout le monde autour d'un seul et même but, puis dans une seule et même équipe produit. Fait que ça a été principalement ça le défi, ça a été de garder la vélocité, mais de monter la barre du design en même temps. C'est intéressant enfin, je pense qu'il y a quand même historiquement un peu des clivages entre justement les équipes techniques et les designers. Et il y a ce phénomène du handover. Je pense à un moment quand tu donnes, je sais même pas le dire en français en fait, je sais même pas d'ailleurs si je le dis bien en anglais, mais le moment où tu donnes le design au développeur, quoi.
et Ouais. qu'il doit intégrer, développer la fonctionnalité, le design que tu as donné. Et ça peut être une cause de grande frustration, des fois, pour les designers, j'imagine, puisque à la fin, le truc ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé, etc. Ouais. Et j'imagine que du coup, c'est un petit peu aussi dans cet objectif-là d'unifier l'équipe. Enfin, je sais pas si là-dessus, tu as Exact. un petit peu un retour d'expérience. Ben oui, moi, j'ai toujours prôné la méthode plus cyclique de développement. Donc, on fait un premier, comme j'ai dit, par rapport à la source of truth, c'est que je fais probablement un premier jet sur Figma. Je donne ça à un développeur qui va essayer de le faire, puis on collabore, tu sais, on repasse à travers cette boucle-là. Il me dit, bon, il y a ça qui marche pas, on n'avait pas pensé à tel truc. Puis là, moi, je l'ajuste mon design par rapport à ça, puis finalement, ça se finit souvent directement dans le code pour Okay. comme simplifier. Et si je te donne un exemple concret, des transitions qui pour moi n'étaient pas justes, ben, je vais finir par aller les changer directement dans le code CSS. Puis ça permet de faire les choses beaucoup plus rapidement, puis de garder de pas nécessairement garder le designer n'est pas roi du tout. C'est vraiment Mmh. plus comme on est ensemble, une équipe, puis on essaie de régler les problèmes ensemble. Parce que j'ai toujours dit que les développeurs sont autant designers que moi. Puis moi, je suis plus comme le traducteur un peu dans le monde visuel des idées. Mais j'essaie d'éduquer les ingénieurs et les développeurs à être beaucoup plus à l'affût puis aussi impliqués dans le design. Fait que ça fait que versus, mettons, un processus qui est plus waterfall, pour utiliser le terme anglais, qui est plus comme en étape, comme tu dis, un hand-off. Mmh. Puis tu pries, tu te croises les doigts pour que le développeur puisse tout faire ce que tu avais Mmh. en tête. Puis souvent, ben, une des causes, c'est que le designer lui-même n'avait pas pensé à tous les états. Puis c'est ce qui est rendu le plus compliqué, je pense le plus complexe dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire quelque chose qui marche dans toutes les grosseurs d'écran, mais aussi dans tous les états possibles. Mmh. Euh, donc, Mais c'est on intéressant essaie parce d'être que très, du coup, non, plus ça, cyclique. c'est Ouais. vous êtes confronté à cette problématique qui est très technique, alors que dans le monde du no-code, en quelque sorte, cette problématique, elle est vachement simplifiée, puisque souvent, enfin, les designers peuvent faire le design en quelque sorte dans l'outil. Ça dépend après des outils, évidemment. Un designer va pas forcément travailler Ouais. dans Webflow directement, mais Je sais où pas si tu l'équipe de vois, Webflow utilise Webflow pour designer Webflow, mais ce serait assez fascinant. ouais, je sais pas. Après, moi, je sais pour avoir parlé beaucoup avec des Webflowers, ils utilisent tous énormément Figma pour Ouais, faire et puis après ils l'intègrent, mais au moins ils peuvent l'intégrer eux-mêmes, quoi. ouais. Tu vois, il y a des choses comme ça, justement, En effet. tu résous un peu ce truc-là, et ça, c'est assez intéressant, ouais. Du coup, ça m'amène un peu, en fait, bon, j'ai pas mal de questions différentes, mais il y a justement un point que j'ai vraiment envie de voir avec toi un petit peu, c'est justement l'UX de l'éditeur, c'est-à-dire comment vous arrivez à faire pour essayer, c'est pas toujours évident, je pense, mais de faire que l'outil soit toujours le plus accessible. Parce que, ou peut-être d'ailleurs, je vais poser une autre question avant, mais qui sont vos utilisateurs cibles? Tu vois, comment, quand toi tu fais ton design, Hmm. à qui tu penses pour. Très bonne question. C'est intéressant parce qu'on a justement réajusté le tir cette année par rapport à ça. On a des attentes beaucoup plus élevées. Puis je pense qu'on les a vraiment pas encore atteintes au niveau ouais, au niveau de l'expérience puis de l'utilisabilité, puis aussi de l'accessibilité, c'est ce qui est comme un autre volet, là, juste de rendre Hmm. nos apps accessibles à tout le monde. Ça, Euh, là, tu parles de l'accessibilité au niveau Web, pour les gens en situation de handicap, etc. exact, ouais. C'est vrai que nous, on utilise Puis, beaucoup le mot accessibilité pour dire que l'outil soit simple à utiliser. Et c'est vrai que des fois, ça perturbe les gens qui sont dans le milieu du web parce que ça, c'est un mot qui est plutôt réservé à ces situations, à l'idée de faire que le web soit accessible à tous pour le. exact. Mais ça, Ouais, d'ailleurs, ben, c'est un volet qui m'intéresse aussi beaucoup de savoir ce que vous faites là-dessus, parce que je sais on qu'aux y tire beaucoup, États-Unis, ouais. les outils, enfin, il y a beaucoup d'outils, même Webflow, sont très en avance là-dessus. Mais peut-être qu'on Mhm. peut revenir après, parce que là, sinon, je te mets plein de questions en Non, même temps. mais Mais je pense que ça, c'est un des gros avantages du no-code. C'est une des nombreuses facettes où le no-code permet aux applications en général qui sont générées d'être à la base beaucoup mieux outillées côté accessibilité.
Puis ça, c'est un peu pour revenir à mon ancienne vie où j'étais plutôt, je levais le nez un peu sur ce genre d'outils-là. Ça, c'est un des aspects qui m'a fait réaliser à quel point c'était important d'avoir une meilleure culture en fait Mhm. technologique sur les produits qu'on crée, que ce soit avec Webflow ou que ce soit avec Glide ou que ce soit avec n'importe quelle autre plateforme no code. Euh, donc oui, il y a cet aspect-là qui nous tient à cœur, l'accessibilité. Mon rêve, ce serait que quelqu'un qui a un handicap visuel puisse quand même créer une app sur Glide ou Ça, un site web avec Glide. ça, c'est un challenge, j'imagine, incroyable. Parce que là, il y a une chose, c'est que quelqu'un puisse utiliser une application qui a été faite avec Glide. Et ça, je sais pas où vous en êtes, mais c'est peut-être déjà relativement possible. On travaille là-dessus, mais ouais, il y a encore beaucoup Utiliser d'efforts à faire. Ouais. l'éditeur, par contre, ça, c'est un niveau de complexité, C'est autre j'imagine. chose. Exact. Mais du coup, est-ce que c'est un objectif que vous êtes fixé? Oui, oui, oui. Puis ça part surtout du cofondateur plus technique qui voulait déjà pousser ça avant que j'arrive. Puis je pense que moi, je fais juste trouver ça très, très noble et je pense que c'est nécessaire. En fait, c'est pas juste noble, c'est nécessaire de penser les applications, mieux les bâtir. Puis aussi, à l'inverse, il y a les technologies, les browsers euh, sont beaucoup plus performants qu'à l'époque. Puis C'est les vrai. outils aussi pour ces personnes-là sont aussi pas performants. Mais pour en revenir à ta question initiale, côté accessibilité en général, oui, on essaye de monter la barre d'expérience beaucoup, mais on y va étape par étape. Puis je te dirais que ben, mon sentiment, c'est qu'on n'en fait jamais assez, mais puis je suis très très dur envers nous-mêmes côté utilisation, mais on essaie de rendre ça plus convivial. Puis on pense ce qu'on a comme un peu changé ou évolué cette année, c'est qu'on essaie, tu sais, le no-code en général, présentement, je pense, parle beaucoup aux gens quand même très techniques. Tu sais, ça reste un monde où faut soit que tu aies une idée, il faut que tu aies comme un site web en tête, il faut que tu aies quelque chose de clair, de concret en tête. Puis nous, je pense qu'on veut essayer d'amener ça encore plus loin, puis de parler plus aux gens, aux avocats, aux garagistes, aux gens d'affaires, aux gens qui savent pas nécessairement déjà qui ont besoin de se faire sur une app mobile ou une web app pour mieux gérer leur vie au travail. Puis ça a été comme un peu ça le fil conducteur, je pense, de notre dernière année, c'est de s'assurer que les choses sont simples d'approche Ok. pour n'importe qui. Donc c'est ça, c'est vraiment l'idée que quelqu'un qui arrive à utiliser, on va dire, sa souris, envoyer des emails, puisse au moins, enfin, construire une application à Glide, quoi, sans prérequis finalement technique. Euh, Après, la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est dans quel objectif? Sachant que j'ai une part de la réponse parce que j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Jack quand on a préparé notre formation à Glide, mais je préfère te le demander Ah oui, à ok. toi un petit peu, tu vois, qu'est-ce que les gens, enfin toi, enfin au nom de Glide, hein, mais tu vois, qu'est-ce que vous avez envie de voir comme utilisation de Glide, tu vois, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent avec Glide? Ben, ce qu'on veut, c'est que Glide soit, d'ici quelques années, soit synonyme de développement, que ce soit web ou logiciel ou d'app mobile. Ça devient souvent un peu flou. Tous ces mots sont comme rendus Mhm. synonymes. Mais ouais, on a vraiment des très grandes ambitions de clairement créer 1 milliard de développeurs d'ici 2030. Puis on s'active à faire ça, honnêtement. Puis c'est comme j'ai dit, en gardant les choses simples, en simplifiant l'approche, en réduisant le temps requis pour cette espèce de première marche qui donne le sentiment du devoir accompli dans Glide, puis qui est comme l'espèce de première euh, dose d'endorphine, pas d'endorphine, de dopamine. Bref, cette première dose, je dirais, de plaisir, puis de sentiment de se sentir comme un génie, clairement.
Hmm. Je pense que c'est ce que les outils no-code en général peuvent faire. Puis nous, on essaie de réduire ce Absolument. moment clé-là pour donner le sentiment du devoir accompli à nos utilisateurs le plus rapidement possible. Puis, ben, ce que ça donne, c'est que on ose croire que d'ici 10, 20 ans, ce que les entreprises prennent pour acquis aujourd'hui, que les gens savent faire des spreadsheets, utiliser Excel, c'est comme on prend ça pour acquis que tout le monde sait faire Hmm. ça. Euh, on va prendre pour acquis d'ici 10-20 ans que tout le monde peut faire des apps puis des web apps pour ouais, gérer leur travail de meilleure façon. Ouais. Parce que c'est ça un petit peu le truc enfin, qu'on avait un petit peu observé et sur lequel on a un petit peu échangé, c'est qu'il y avait cette envie quand même de dire Glide, ça se destine quand même pas mal aux professionnels et tu vois, et pour faire des applications internes à une entreprise, à tu vois un petit peu, et parce que votre pricing aussi d'ailleurs reflète un petit peu ça avec les private apps, enfin le fait que Ouais, il faut payer dans une certaine mesure pour et ça je trouvais ça intéressant, tu vois, et il nous avait dit un petit peu en caricaturant, mais il nous disait venez pas forcément sur Glide pour faire le prochain Airbnb quoi. Et je exact. et après peut-être que ça peut évoluer aussi, hein, mais tu vois j'avais trouvé ça intéressant et enfin je sais pas si tu veux me dire un mot là-dessus, mais Ben non, mais c'est clairement ça. En fait, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a un monde immense. L'espèce, on a la pointe du iceberg dans la tête, en tête, en parlant de Airbnb, Instagram et tout. Puis absolument, il y ouais. a tous ces gens-là qui pensent à cette pointe de l'iceberg-là. Je veux faire le prochain Instagram qui est quasi inatteignable ou presque. Puis ça l'est peut-être, mais avec un outil no-code, c'est une totale complètement autre paire de manches. Peut-être que ce sera possible, puis il va probablement avoir des outils complètement révolutionnaires à l'échelle de la planète qui vont sortir du no-code, mais ce sera quand même une infime partie de la totalité des apps qui sont utilisées aujourd'hui par des entreprises. Glide s'est positionné au départ comme autour de la mobilité, autour des apps mobiles. Puis je pense que là, on essaie de s'introduire un peu plus dans aussi les apps qui sont utilisées au travail, donc les web apps plus Mmh. desktop, plus pour un bureau, un ordinateur de bureau. Puis ben, je pense que tout le dessous du iceberg, Ouais, le 90-95% des apps on utilisait le thème Dark Apps, mais je pense pas que c'est le bon, c'est pas nécessairement, c'est un peu négatif. C'est plus comme l'ensemble des apps qui sont pas destinées à être sur un App Store, qui sont pas destinées à devenir des bien sûr. unicorns, qui sont juste destinées à être pratiques. Puis c'est Exactement, ce ouais. qu'on veut inspirer le plus chez nos utilisateurs, à continuer à créer ce genre d'app-là pratiques, pas nécessairement immenses, mais juste qui ont beaucoup de valeur pour Ouais, une qui rendent un utilisation précise. service, ouais. Non, j'aime bien quand tu dis pratique, je trouve que c'est le bon mot et c'est ce que les gens devraient avoir un peu en tête, tu vois, quand on nous, des fois, on parle pas mal de productivité. Dans nos formations, c'est autour de ce sujet-là, de comment améliorer sa productivité, mais il y a un côté qui est un peu soviétique, quoi, là-dedans, dans la productivité. En fait, finalement, le mot pratique, Ouais, finalement, c'est un peu ça, en fait, qu'on devrait tous essayer de chercher, de se rendre la vie plus facile et plus pratique, quoi, avec ouais. des petites applications, des choses comme ça. Donc, enfin, on est complètement aligné sur cette Puis vision de l'iceberg. Donc, c'est on essaie d'éduquer aussi les gens qui commencent à utiliser Glide avec l'idée de se créer un Airbnb pour, euh, pour leur dire, ben, regardez, pensez à un problème qui vous est plus proche, tu sais, qui est plus hmm. clair, puis qui est peut-être moins ambitieux, mais qui mérite autant d'être résolu. Puis essayez de commencer par ça. Puis c'est un peu ça aussi les enseignements de l'entrepreneuriat, je pense que vous prônez un peu, c'est de faire des MVP, puis Hmm. de shipper le plus rapidement possible, puis d'avoir le plus rapidement des feedbacks de tes utilisateurs, puis Hmm. de ton public site.
Ah non, carrément. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'ailleurs que vous, en tant que développement de Glide, vous faites très bien. Enfin, au niveau de la communauté, nous, on a la chance d'avoir quelques membres de notre communauté qui sont des experts, donc qui, Ouais, je les salue d'ailleurs, tous ouais, nos experts français. ils sont, et voilà, et c'est super parce que du coup, ils nous partagent ce qu'ils ont le droit de partager, hein, évidemment. Ils ont aussi un petit peu des secrets qui gardent. Mais c'est super parce que vraiment, on sent que bah, déjà, le fait de se sentir impliqué, je pense qu'ils vous font des retours intéressants. Eux, ça les vraiment, enfin, ça les motive. Et enfin, on a le sentiment qu'il y a une vraie écoute, quoi. Oui, ouais, ouais, nécessairement. Puis, c'est tout ce que j'ai dit par rapport à notre réorientation autour de simplifier, ça veut pas nécessairement dire, ça va pas nécessairement à l'encontre de rendre ça plus puissant aussi, au final. Puis, on a fait beaucoup de progrès pour essayer d'explorer qu'est-ce qu'un écosystème de plugins pour Glide pourrait être. On a Mmh. une page sur notre site web qui en présente quelques-uns, qui utilise nos colonnes spéciales, nos colonnes qu'on ajoute à notre éditeur de données, qui permettent de faire des calculs, qui permettent d'incrémenter des chiffres ou de combiner du texte ensemble. Ben, nos experts nous épatent à chaque semaine à quel point ils sont capables de repenser nos idées de base puis les amener tellement plus loin en faisant des combinaisons de ces computed columns Mmh. qu'on appelle, qui sont comme assez fascinantes. Puis en fait, ça nous permet de s'élever autant pour les utilisateurs débutants que pour les utilisateurs qui ont un petit peu plus d'expérience puis qui ont un petit peu plus d'ambition en utilisant Glide. C'est justement sur ce sujet-là, c'est un point qui m'intéressait un petit peu d'en savoir un petit peu plus. Où est-ce que vous allez avec justement cet éditeur de données et cette notion de Glide Tables? Est-ce que, tu vois, déjà, est-ce que, enfin, plusieurs questions, on va dire un petit peu là-dedans. Enfin, si tu peux nous partager un petit peu la feuille de route par rapport à ça. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que dans une certaine mesure, vous vous éloignez un petit peu aussi du Google Sheets. Enfin, en tout cas, Oui, vous offrez la possibilité de ne Google plus Sheets, passer par là. ouais. Finalement, maintenant vous parlez de la puissance du spreadsheet, mais Ouais. sans être dépendant de Google Sheet. Et est-ce que l'idée, ou est-ce que l'envie, je sais pas, enfin, c'est de proposer cette abstraction, c'est-à-dire qu'en fait, les gens travaillent que dans le Glide Table et qu'en dessous, en fait, il peut y avoir ou du Google Sheet, ou du Airtable, ou une base MySQL, ou quelque chose comme ça, et qu'en fait, finalement, ça soit plus vraiment le sujet. Et tu vois, et que... Exact. Ben, qu'on utilise le padding de la spreadsheet, peu importe l'outil qui est derrière, c'est un peu ça l'idée, ouais. Prochainement, on va lancer une intégration avec Excel. Airtable risque de suivre pas très longtemps après. Puis, comme tu dis, MySQL est un peu aussi en test avec nos utilisateurs Enterprise. Puis, ben, c'est ça, c'est clairement un peu de se dissocier d'un outil en particulier. Je pense que Google Sheet était pratique, facile à utiliser au Absolument. début, puis était utilisé par énormément de gens, puis plus peut-être le public initial cible de Glide. Mais clairement là, on veut mettre de l'avant un peu tous les outils possibles qui utilisent principalement la spreadsheet comme principe de base, puis qui peut-être l'amène plus loin, puis essayer de combiner les forces de ces produits-là comme Airtable qui permet de faire énormément de choses. On veut essayer de mettre ça de l'avant aussi dans Glide. Et ouais, du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que... alors déjà, il y a un truc que je voulais noter quand même que je trouve que je pense peu de personnes ne savent, c'est que c'est open source, cet éditeur de données, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc ça, je voulais le souligner juste parce qu'on dit beaucoup, il n'y a pas d'open source dans le no-code, etc. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est que certaines parties, au moins cette partie-là, mais il y a d'autres petites choses peut-être, mais de Glide, vous la partagez à tout le monde. Ça, je trouve ça assez génial. Et ça m'amène à une autre question qui est un petit On peu... l'a amélioré d'ailleurs. Cette semaine, on lance une nouvelle version Ah ok, super. Et qui va être un justement, petit peu plus alors, tu vois, fluide. d'un point de vue un petit peu de design, comment, quand tu dois par exemple designer cet éditeur de données, est-ce que tu t'inspires aussi de peut-être par exemple ce que fait Airtable? Je sais pas quel est un petit peu, et c'est peut-être une question un petit peu plus générale aussi, est-ce que vous regardez du côté des autres outils, hein, enfin je veux dire après tu nous dis ce que tu veux, mais...
C'est... Ben oui, nécessairement, on s'inspire des meilleurs, puis comme tout le monde fait. Mais je pense qu'on essaye de garder ça honnête par rapport à ce qui nous rend unique. Hmm. Puis je pense que là, ce qu'on veut essayer de mettre de l'avant, c'est un petit peu plus le côté euh, computed columns, ce que j'ai pas trouvé Hmm. Bah, de traduction, mais c'est un peu l'idée des formules, mais ouais, exact. pas dans le sens tableur, mais C'est plutôt pas dans des les formules formules d'Airtable, Excel. quoi. C'est Ouais, plus comme exact, appliqué à toute une colonne, enfin exact. des calculs, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, des calculs, c'est ça. Des colonnes qui font des calculs de toutes sortes. C'est une bonne façon. Mais aussi des colonnes qui joignent Hmm. des Font des tables, des relations, ouais. sheets ensemble. Ouais. Qui est un concept quand même complexe à Absolument. comprendre. Puis probablement le premier gros point sur lequel les gens se bloquent au départ quand ils utilisent Glide. On essaye de le reformuler puis de le rendre plus simple à utiliser. Puis il y a d'autres outils qui le font mieux que nous, je pense. Mais en même temps, la façon qu'on l'approche est très puissante, permet de faire beaucoup plus avec ces relations-là. Donc, on essaye de trouver la Hmm. bonne balance entre facilité d'utilisation, mais garder ça très puissant aussi pour le futur qu'on y voit. Si je peux te faire un retour, effectivement, c'est vrai que cette notion de relation, c'est, je pense, un des points dans nos formations qui posent le plus Ouais, de problèmes aux gens, quoi. Il y a les relations et puis il y a ouais, ce qui est lié d'ailleurs, c'est la notion d'utilisateur et ouais, les colonnes spécifiques, user spécifiques, etc. Et ça, c'est les deux choses où, ben après, nous, c'est pour ça aussi qu'on fait des formations, hein, pour accompagner les gens là-dessus et essayer de leur expliquer ouais. ça. Donc, mais j'imagine que pour vous, c'est un vrai enjeu du point de vue de design. On est très conscient que ça mérite un petit peu plus de simplicité, puis un petit peu plus d'amour encore. Fait qu'on essaie on a en fait, on collabore présentement avec un recherchiste en résidence, ou researcher Ouais, in residence, qui est en Allemagne, en fait, puis avec qui je collabore étroitement sur rendre tout ça l'espèce de... Parce que c'est aussi juste à la base un concept difficile bien à sûr. exprimer puis à comprendre. Là. Puis on Ouais. essaie de voir qu'est-ce qui rendrait ça beaucoup plus simple Tu sais, pour les gens à comprendre. quand je te dis ça, hein, de toute façon, dans notre formation Airtable, c'est aussi le point qui est le plus compliqué, hein. Donc, Ouais, c'est de toute façon, je crois très sincèrement que, et je suis très curieux de voir, hein, justement ce que vous arriverez à faire dans cette direction, mais c'est de toute façon une notion qui est complexe et qui vient que aussi par la formation et par le temps et voilà. Et d'ailleurs, la formation, c'est aussi un point où quand même vous avez aussi un vrai truc quand même assez remarquable chez Glide, je trouve, avec vos séries de vidéos. Est-ce que toi, ouais. t'es impliqué un petit peu là-dedans? Pas vraiment, c'est vraiment Ouais. Jack que tu connais, que vous connaissez probablement tous, qui est incroyable. Il fait tout lui-même, il fait même le motion. Quand je suis Ah oui, c'est arrivé, vrai? comme Ok. ouais, il est vraiment excellent. Puis moi, je peux juste le supporter en fait dans ce qu'il fait, mais il est très bon pour collaborer avec la communauté, aussi pour être à l'écoute de la communauté. Puis j'essaie de me servir de lui le plus possible comme un une courroie de transmission des Ouais, ouais. demandes principales de ce qu'il entend le plus. Puis non, c'est vraiment un des côtés, quand je suis arrivé, que j'ai trouvé le plus impressionnant de Glide. Ouais. Il y a un dernier point dont je voulais parler. Enfin, il y en a deux à la limite, mais et après j'ai quelques questions un petit peu plus générales avant de terminer. Moi, il y a un truc que je trouve assez remarquable dans ce que vous avez fait, que j'aime beaucoup, donc je voulais te le dire en direct. C'est l'éditeur d'action. Donc Ouais. j'aime beaucoup la manière dont vous avez représenté cette notion, enfin littéralement de programmation visuelle, parce que je trouve que c'est quelque chose que très peu d'outils arrivent à bien faire. Alors je vais pas parler forcément des autres, mais en tout cas moi je trouve que vous avez vraiment fait ça très intéressant parce que c'est très graphique, c'est très visuel et ça représente vraiment la programmation, les conditions, tout ça. Mhm. Je voulais savoir juste un petit peu aussi encore une fois un peu la même question, où est-ce que vous allez avec ça, enfin est-ce que est-ce que c'est une Ben, brique importante dans votre feuille de route, est-ce que ça va se... oui, clairement. C'est pas le focus principal présentement, mais merci d'ailleurs des compliments. En fait, ça a été fait par mes prédécesseurs, donc je peux pas vraiment le prendre. Je vais leur relancer les Ok. fleurs, mais
Mais oui, c'est un des aspects importants qu'on a lancé l'année dernière, puis qui ouvre énormément de portes à nos utilisateurs plus experts. Mais encore là, ça va être de voir comment on peut rendre ça un petit peu plus simple à utiliser, plus simple d'approche aussi, puis un petit peu plus flexible aussi. Présentement, c'est très lié à une app. On se dit, il y a clairement un besoin de rendre ça un petit peu plus modulaire et flexible et utilisable avec plusieurs apps en même temps. Donc, c'est un peu les indices des prochaines étapes à ce niveau-là. Ok. Et la dernière fonctionnalité que vous avez lancée très récemment, donc les pages, et Ouais, donc ce côté pouvoir utiliser l'éditeur, enfin la manière de faire de Glide, qui est assez unique, mais pour faire des web apps desktop, donc à regarder sur un ordinateur de bureau. Euh, exact. c'est tout récent, c'est même encore en bêta, non? C'est ça? Enfin, il me semble. Ouais, c'est très récent. On a lancé ça vraiment rapidement. Puis encore là, ça, c'est une des parties où j'ai dû m'adapter beaucoup par rapport à mon, mon ancienne vie. Je dirais pas mon ancienne vie, mais mon ancienne méthode de travail où là, Hmm. je prenais beaucoup plus le temps de bien faire les choses, mais j'avais peut-être pas le feedback assez rapidement. Là, on a clairement du feedback très rapide. On a voulu lancer ça le plus rapidement possible. Puis c'était clairement une évidence aussi. Tout le monde nous en parlait. Hmm. Les apps, les apps mobiles, ça a bien servi Glide au début, mais c'est clairement pas juste là qu'on doit se positionner. Il y a d'autres outils qui le font même mieux déjà côté app native ou Hmm. distribuable sur les App Store, ce que Glide n'est pas. En fait, c'est comme possible, mais on focus vraiment pas là-dessus. Donc, c'était vraiment une évidence de devoir donner un petit peu plus d'amour à notre format desktop, puis à rendre aussi les apps plus accessibles. Un des points qu'on se faisait souvent dire, c'est que les gens avaient de la misère à installer les apps sur leur téléphone ou Hmm. accéder aux apps parce que c'est comme pas clair. Qu'est-ce qui est une app? Qui est un site web? Tu sais, Ouais. Glide, c'est des PWA, des web apps. Donc, au final, c'est comme une app mobile déguisée un site web déguisé en app mobile. Puis ce que ça fait, ben, c'est qu'on propose de l'installer sur ton home screen, mais les gens sont pas habitués d'installer une app comme ça. Donc, il y avait toujours cette espèce d'embûche là à l'installation d'une app. Puis, ben, un URL ou un site web, c'est vraiment plus simple à comprendre. Ouais. On clique dessus, puis on accède aux données, on rentre notre nom d'utilisateur, mot de passe, puis on accède à notre application. Donc, c'était pas mal le point principal qu'on se faisait dire. Ouais, c'est un peu difficile Et du coup, de... sur ce plan-là, après, c'est une question qui peut être un petit peu plus générale. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans Glide, d'un point de vue designer, quand on est no codeur, hein, quand on utilise Glide, c'est Mhm. qu'on est assez limité. J'allais dire très limité, mais je vais dire assez parce que on est très cadré en fait dans les options qu'on a pour le design de sa page. On peut pas choisir n'importe quel typo, etc. Ouais, Nous, on le voit comme une qualité puisque on trouve que beaucoup de gens se perdent en fait. Tu vois, quand ils créent une app, ils passent trop de temps à se poser la question de la couleur du logo et de la police au lieu de, tu vois, des Bubble exact, par ouais. exemple, qui est un outil très flexible. Les gens ils se perdent là-dedans, alors qu'on a envie de leur Mhm. dire bon vas-y va droit au but quoi. Donc ça c'est une des forces guider les gens. J'imagine que le format mobile il est propice à ça. Est-ce que dans les visions justement des pages web plutôt, est-ce que vous allez devoir offrir plus de flexibilité? Quel est Oui, un petit peu le... oui, mais C'est encore une là, en question, hein, gardant... vraiment. Ouais, non, ben, on va rendre ça un petit peu plus flexible, pour être honnête. C'est déjà un peu plus flexible. C'était aussi des prémices du projet, c'était d'essayer de repenser un peu l'architecture de base Mhm. derrière une app. Puis les web apps se prêtaient bien à ça. Donc, on a comme un peu changé notre modèle sous-jacent à tout Glide, puis on l'a adapté spécifiquement pour les web apps, ce qui fait que, ben, pour être très spécifique, on n'a plus cette distinction de detail screen et de list screen qu'on Ouais. avait, où on avait comme un écran qui était comme toute la liste des éléments qu'il y avait toute la grille, dans le fond, dans la spreadsheet.
puis un detail screen qui est comme détaillé sur une seule ligne de cette spreadsheet-là. Donc, le nom de l'employé puis sa photo. On a pu ça, on a rendu ça beaucoup plus flexible. Puis ça permet ça permet d'un côté de faire beaucoup plus de choses. Puis on s'attend un peu à un équivalent au côté design, d'être un petit peu plus capable de modifier plus d'éléments. Puis c'est le gros défi avec le web en général, c'est de garder cette espèce de système-là, de cette fondation-là, mais de donner un petit peu plus de possibilités aux gens pour modifier sans trop ouvrir de portes. Parce qu'on veut quand même garder ça ultra simple à créer puis satisfaisant dès qu'on importe nos données. Bien sûr. Puis ça, c'est clairement un différenciateur de Glide par rapport aux compétiteurs qui D'ailleurs, ça c'est un qu'on veut garder. des trucs, je trouve que les gens, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais que les gens sous-estiment, c'est que le fait d'être très cadré, en fait, ce que ça fait, c'est que ça empêche de faire des trucs moches, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est impossible quasiment de faire une app Glide qui soit moche, littéralement. Alors que si tu prends quelqu'un qui fait un site sur Wix, qui n'est pas designer, dont c'est pas le métier, il y a toutes les chances que ça soit moche parce qu'il a trop de liberté, en fait. Il peut tout choisir, il peut placer les éléments n'importe où, rien ne va être aligné. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose que, enfin, vraiment, j'aime bien souligner parce que c'est ce que les gens, des fois, voient comme une contrainte, ce manque de flexibilité. Et encore, comme tu dis, il est quand même relatif. Hein. En fait, moi, je trouve que c'est une grande qualité. Mais... Ben, t'en es probablement encore plus témoin que moi, mais oui, 100%. On se rend compte que le design, en fait, est plus difficile à enseigner puis à transmettre les notions de design visuel que du développement, carrément. Donc, c'est un peu la prémisse de Glide dès le départ que David Notio avait en tête, qui lui, à l'époque, était et designer et développeur, puis a vu des projets se planter à cause du design aussi, parce que ça marchait, c'était juste trop compliqué à visualiser. Puis, ouais, c'est un peu un des atouts qu'on veut garder. Puis ce que les gens finalement apprécient pas mal. Puis ceux qui veulent le customiser, ben, ils arrivent à le faire via des petits trucs qu'on peut trouver sur notre forum, mais c'est réservé plus aux experts, puis c'est correct comme ça. Tu sais. On n'est pas non plus contre. Et justement, pour finir un petit peu, juste quelques questions, mais est-ce que tu aurais un, deux conseils, je sais pas, justement pour comment les gens peuvent faire une jolie app Glide, tu vois, encore plus, on va dire, puisque comme on l'a dit, hein, par défaut, tu peux pas vraiment faire en sorte que ce soit moche, mais des petites astuces pour les personnaliser, je sais pas, enfin, toi, un petit peu dans l'usage de Glide, en tout cas, comment faire quelque chose d'un petit peu original, voilà, je vais poser la question comme ça. C'est une bonne question. Ben, je te dirais que ce qu'on recommande le plus, c'est de vraiment penser à régler un seul problème dès le départ, puis de simplifier. Je pense que ce qui rend les apps encore meilleures, c'est de les simplifier au maximum, de réduire. On voit beaucoup de gens qui ajoutent beaucoup de tables, qui ajoutent beaucoup de contenu, puis ça devient mêlant assez vite. Tu sais, les apps les plus populaires, les plus efficaces sont au final très simples à utiliser. Donc, essayer de réduire. Ce serait mon truc, que ce soit dans les fonctionnalités ou dans le contenu. Est-ce que toi, tu utilises Glide dans ta vie pro ou perso Oui, je l'utilise. J'essaie de l'utiliser encore plus. J'essaie de me former, de devenir le plus expert possible. Mais oui, je l'utilise personnellement pour quelques apps personnelles de recettes, de training, d'entraînement, puis aussi à l'interne de Glide, on a plusieurs apps qu'on utilise. Puis on va avoir encore plus avec Pages, évidemment, qui va nous permettre de rendre des apps plus accessibles à nos utilisateurs aussi. J'imagine. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé, peut-être qui sont sur votre roadmap, que tu pourrais nous partager? J'imagine qu'une partie est un petit peu secrète, mais tu pourrais nous dire qu'est-ce qui va nous surprendre dans les... Bon, tu vois, maintenant, on a été habitué à ce que Glide nous surprenne tout le temps un petit peu et tout, donc est-ce qu'il va y avoir des choses qui arrivent Dans la prochaine année, clairement,
Dans les prochains mois, ben, j'ai pas mal dévoilé, tu sais, Mhm. Excel, Airtable qui va suivre. Ça va quand même des gros ajouts, puis ça va permettre à plus de gens d'utiliser Glide. Mais sinon, non, j'ai pas mal été assez transparent, je te dirais, depuis le début. Ok. Mais on a clairement beaucoup d'ambition pour la prochaine année, à toutes sortes de niveaux, les actions, t'en as parlé, on veut améliorer ça. Mais rien de secret et qui a pas été vraiment mentionné. Et j'ai oublié de te demander, est-ce que dans les autres outils, est-ce qu'il y a d'autres outils no-code que vous utilisez? Comment est fait votre site web? Vous l'avez codé, non? Ou... Oui, on l'a codé. Ouais. Mais en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que, tu sais, il y a comme dans l'univers du développement aussi, tu sais, Webflow est un peu un exemple de ça Webflow, c'est principalement comme un layer d'interface au-dessus de CSS. Hmm. Ça n'a pas réinventé le CSS, ça fait juste le rendre plus accessible. Une abstraction visuelle. Mais, ouais, exact. Puis il y a beaucoup de ça aussi sur les outils de développement en général. Donc, on utilise Next.js pour le site web qui est hosté sur Vercel, puis Vercel qui est un outil assez incroyable qui facilite en fait l'utilisation, en fait, qui rend le développement plus accessible. Hmm. Il y a un mouvement en général depuis le tout début du développement. Je Vercel, pense ça que vous permet de parliez. déployer, hein, c'est ça, des sites facilement, les Ouais, héberger, etc. Enfin, ouais, puis ça fait tous les petits détails d'envoyer automatiquement un lien sur Slack. Fait qu'il y hmm. a comme cette espèce de notion de rendre les choses plus accessibles, plus familières, plus friendly, autant côté développeur que côté no-codeur, donc codeur que no-codeur. Puis je pense qu'il y a un moment où je pense qu'il va y avoir une espèce de consolidation des deux. Puis c'est ce qu'on espère permettre avec l'aide. Je je vais les mentionner, les plugins, rendre Glide un peu plus facile ou approchable par les codeurs qui voudraient s'en servir pour tester des idées. On a eu un invité vraiment incroyable il y a quelques mois qui est un Français, en fait, qui utilisait, c'est un codeur, il travaille dans une grande compagnie, c'est un développeur très, très expérimenté, mais qui utilisait Glide pour se faire un test de machine learning en prenant des photos, puis en utilisant le machine learning, l'outil, je pense que c'est TensorFlow, Ouais, je me rappelle plus exactement, mais bref, il a utilisé Glide comme comme un... coquille pour une ouais. idée très spécifique, puis un code très spécifique. Puis ça, c'est aussi une ambition qu'on a finalement, ce qui est compliqué dans le développement, c'est de connecter tous les câbles. Puis c'est presque rendu de plus en plus compliqué, même s'il y a plus d'outils qui rendent ça familier. Ça reste très compliqué de créer quelque chose à partir de zéro aujourd'hui. Puis, ben, on se dit peut-être que en donnant le côté data, distribution, puis développement, l'environnement de développement dès le départ, puis le output aussi en design, ben, ça fait juste comme donner une série de tuyaux qui sont déjà connectés, puis t'as pas trop besoin de penser à où est-ce que tu vas l'héberger, où est-ce que... Donc, c'est un peu aussi une ambition là, qu'on a d'essayer de plaire un peu plus aux développeurs et aux codeurs de ce monde. Super, bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, c'était vraiment passionnant, et puis on va Plaisir, suivre ça passe vite, tout ça. Bah ouais, non, mon c'est Dieu. quand on est passionné par des sujets. Euh, Où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver si les gens veulent te contacter? Ben, j'ai rejoint la communauté No Code sur Slack. Donc, Ok, si vous cool. voulez me trouver là-dessus, m'envoyer quelques idées ou je sais pas à quel point je vais pouvoir être présent ou répondre rapidement, mais je trouve ça vraiment fascinant à quel point Super. vous avez créé quelque chose de très ben, je trouve ça vraiment cool l'espèce d'engouement qui est autour du no-code en général, puis la camaraderie qui se crée, puis l'espèce de partage de savoir. Donc, ben bravo, puis je salue tous nos utilisateurs français aussi, qui sont très nombreux. Euh, Puis je les invite à m'écrire là-dessus, ou sinon vous pouvez me rejoindre sur Twitter ou par Je, email via mon site web.
Ok, bah, je mettrai les liens du coup dans les notes de l'émission et puis je te taguerai quand je partagerai cet épisode sur le Cool. Slack et puis comme ça on verra si les gens ont des questions. Vu la ferveur des gens autour de Glide, je manque pas de penser qu'il y aura des réactions. Donc on verra, on pourra continuer la Ah ouais, discussion là-bas. ben, cool. J'espère que ça vous a donné Voilà, et un puis petit ceux peu plus qui n'ont pas été encore convaincus, peut-être que ça Ouais, les a ben, c'est convaincus au ça. moins d'aller voir, quoi. Je pense qu'on n'avait pas rien caché ou j'ai rien dévoilé de très surprenant, mais on verra. Peut-être qu'on pourra se faire une deuxième rencontre dans les prochains mois pour Ah bah, dévoiler plus de trucs. avec grand plaisir, n'hésite pas. Puis on fait souvent des lives aussi sur Twitch et des choses comme ça. Peut-être qu'on pourra avoir l'occasion de faire quelque chose un petit peu sur Glide à des occasions futures. On te tiendra au courant. Excellent. Cool. Et bah écoute, Un grand merci merci. beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Alexis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir parler en français avec quelqu'un de chez Glide, d'avoir vraiment les coulisses. Enfin, je pense qu'on a eu la chance que Tristan nous dévoile quand même pas mal un petit peu des secrets, ou je sais pas si c'est des secrets, mais en tout cas des détails de la feuille de route et puis un petit peu de comment ça se passe chez Glide. Voilà, enfin en plus, bah, voilà, avec le fait que quand ça va arriver sur Airtable, moi j'avoue, j'attends ça avec impatience. C'est toujours un petit peu ce sujet de pouvoir présenter les données qu'on a dans nos outils. On utilise beaucoup Airtable par exemple. Donc voilà, je me permets encore une fois de rappeler quand même qu'on a une formation à Glide. Je me le permets d'autant plus que c'est vraiment, on a mis beaucoup de cœur là-dedans. Comme je l'ai dit, on aime beaucoup Glide et on aime aussi beaucoup la formation qu'on a fait avec Stan. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, vous aurez les liens dans les notes de l'émission. Et je vous invite à venir, comme d'habitude, sur le Slack de No Code France pour poursuivre la discussion. Comme l'a dit Tristan, il est là-bas aussi. Donc venez dans le channel Podcast Contournement et puis on pourra discuter là-bas. J'ai probablement oublié plein de questions, pas eu le temps peut-être de poser aussi toutes les questions que vous voudriez poser à Tristan sur Glide. Donc n'hésitez pas, vraiment. Je pense qu'il sera très content de le faire. On sera très content en tout cas de poursuivre la discussion. Voilà, sur ce, on conclut ainsi la saison 6 du podcast. C'était le 69e épisode. Voilà, donc on va faire une toute petite pause de 2 semaines environ et on va revenir avec un épisode 70 qui sera très intéressant, je pense. On va aborder, et j'en dirai pas plus, mais on va aborder la question du low-code sur 2 épisodes. Voilà, avec 2 invités différents. Ça sera peut-être une des seules fois qu'on parlera de low-code dans le podcast de Contournement, mais c'est quand même un sujet qu'on doit traiter. Et donc, j'ai deux invités, plusieurs invités, deux sociétés, on va dire, sur ce sujet. Et ça devrait être très intéressant. Et puis, la saison 7, contiendra comme d'habitude des épisodes. On va s'intéresser à des associations qui ont été transformées grâce au no-code. On verra peut-être, on échangera peut-être avec des éditeurs, on échangera peut-être avec des professionnels du no-code. Si vous avez des idées, des envies de gens que je pourrais interviewer, vraiment n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis toujours très preneur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, quel que soit le moment où vous écoutez cet épisode. Et puis je vous retrouverai dans quelques semaines pour la saison 7 du podcast de Contournement. À très bientôt.